Dans le meilleur des mondes, il faudrait que tout le monde soit masqué tout le temps. Santé. Je voudrais revenir sur la vidéo précédente où je faisais l'énumération des métiers qui avaient fait tourner le pays pendant le confinement. Donc là, un petit rappel. Alors le confinement nous a montré que ceux qui ont fait tourner le pays, c'était les plus mal payés. Hein. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors vous voulez des exemples, hein? Bon, on les connaît, hein. Je veux dire, je vais quand même les donner, hein. Les aides-soignants, les infirmiers, les caissières, les éboueurs, les camionneurs, les travailleurs sociaux, les livreurs pizza, les instits. Quelqu'un qui a laissé un commentaire suite à ça en me disant oui, vous avez oublié le métier d'agriculteur et aussi les mécanos qui réparent les machines agricoles. Donc voilà, je rajoute aussi ce métier. C'est vrai, moi j'habite à la campagne et j'ai vu pendant le confinement tous les paysans travailler, hein, ça c'est sûr. Hein. Entre ceux qui produisent les vaches à viande et ceux qui produisent le lait pour le comté, ils n'ont pas chômé. Enfin voilà, ça y est, donc c'est fait. Comme promis, j'ai rajouté le métier d'agriculteur et de mécano de machines agricoles, voilà. Bon alors maintenant, place à la liberté d'expression. Ouais, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de liberté d'expression. Alors je vais vous laisser avec un florilège de choses que vous ne verrez plus. Enfin, ce type de choses ne se passerait plus à l'heure actuelle dans les médias officiels que tout le monde connaît. Hein. Je ne vais pas les citer. Alors voici. Vous pouvez pas mettre sur la balance, disons, un policier qui fait son travail ou son devoir, puisque c'est le terme utilisé, expliquez-moi comment, et un gangster qui attaque une banque, un policier qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi je suis d'accord. Le problème c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Non mais on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc ce soir on parle de l'armée de métier. Vous êtes bien d'accord? On va parler entre autres de l'armée de métier. Si on parle de pain, on parle avec des boulangers. Voilà, très bien. Donc là, ce soir... La guerre doit être faite par des gens de métier. Par des professionnels. Et ça rassure tout le monde de savoir que le gars qui va te flinguer connaît son métier. On va peut-être pas attaquer tout de suite dans le vif du sujet, prof. C'est juste un truc, il n'y a rien de plus terrible que de se faire couper la tête par un con, disons, qui va te couper la tête avec un couteau à pain. Christophe, l'avantage de l'armée de métier aussi, c'est qu'on n'a plus à s'emmerder avec des monuments aux morts, avec des cérémonies à la con. Ah, du respect, attention. C'est parce que... je suis un ancien combattant de l'armée de métier. Je dis qu'à partir du moment où le gars, c'est son métier, d'aller mourir pour sa patrie, eh bien, quand il crève, c'est comme si le boulanger tombe dans son pétrin ou le charcutier dans sa machine à hacher la bidoche. Marrakech, ça nous a déçus. Non, ça nous a pas plu. C'est plein d'arabes. Pourtant, nous, on habite vers Clichy, et là, il y en a des arabes, hein. Mais à Marrakech, il n'y a que ça, que ça. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Je sais, comme dirait Gabin, que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme. Je le sais. Mais on a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde. C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regardent d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne s'en aperçoit. Savez-vous au moins ce que nous voulons? Eh ben, je vais vous le dire. Une société parfaite. Une société parfaite, amis libéraux, écoutez-moi bien. C'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire. Où les travailleurs immigrés sont là pour travailler
non pas pour ce goinfret de couscous ou de morue. Hello. Faire la charité, c'est la mode. Hélas, faire la charité, ça coûte cher. Voici donc une idée simple qui peut rendre heureux un malheureux. Au couteau, décaloter une miche de pain et retirer toute la mie de l'intérieur. Avec la mie de pain, confectionnez 2 grosses boulettes en les roulant entre les paumes de vos mains. À l'aide d'un pinceau et d'un colorant de pâtisserie, peignez en rouge chaque grosse boulette. Vous les disposez à l'intérieur de la miche de pain. Du coup, celle-ci devient aussi appétissante qu'une savoureuse tarte aux fraises. Et tout cela avec seulement du pain et rien que pour le prix du pain. Socialement parlant, cette friandise à la portée des plus démunis équivaut quasiment au congé payé. Et qu'est-ce qu'on dit? Voilà, magnifique, hein. Oui, bah, faut pas oublier que nous sommes les enfants de Rabelais, hein. Nous sommes ses héritiers aussi, hein. Donc ça, faut pas que ça disparaisse. Alors, moi, il y a un truc que j'ai remarqué aussi depuis un certain temps, c'est que de moins en moins de gens comprennent le second degré. Alors, dès qu'on se met à en faire, c'est super mal vu, c'est mal compris, et on peut passer pour exactement le contraire de ce qu'on est. Mais ça, c'est le risque, hein. Donc, on parle beaucoup de liberté d'expression sur les plateaux de TV où elle n'existe pas, hein. Oui, parce qu'en général, on parle beaucoup de choses, mais on ne les pratique pas. C'est très français aussi, hein. Comme chacun sait, hein, les médias officiels sont là pour imposer une propagande, hein. On l'a bien vu avec les mouvements sociaux, avec les mouvements des Gilets jaunes et puis avec la Covid-19 aussi. Ces médias, il faut le rappeler, hein, sont détenus donc par 9 milliardaires et certains sont subventionnés par l'État. Et quand ils invitent des opposants à l'idéologie dominante, ils ne les reçoivent pas comme ceux à qui ils lèchent le fion habituellement. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Par exemple, si je suis invité dans un de ces cloaques pour un sujet quelconque, je vais dire que le peuple doit retrouver sa souveraineté et que par conséquent, il doit sortir de cette Union européenne de merde. Alors là, c'est sûr, j'aurai droit à du oui, donc vous vous rangez dans le camp des nationalistes, des populistes, des complotistes, des poujadistes, des antisémites, des nazistes, etc., etc. Bref, comme ils n'ont aucun argument à vous opposer, bah, ils vous balancent des listes en pleine tronche, comme ça, après, vous êtes catalogué, hein, vous êtes grillé, vous êtes blacklisté, et allez, hop, on dégage, au suivant, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, il n'y a pas que BFM qui pratique ce genre de choses, hein. France Inter, ils sont très bons dans le genre, hein. Oui, oui. D'ailleurs, France Inter, c'est une radio que le peuple finance pour qu'elle lui chie dessus. Voilà, c'est comme ça. En plus, si vous dites à CQCR des médias que vous vous soignez à la chloroquine, que vous avez bu une bière avec le professeur Raoult et que vous dites merde à la 5G, alors là, vous êtes un vrai pestiféré et vous êtes banni. En commençant par la liberté d'expression, je voulais en arriver à la barbarie incarnée par la décapitation de Samuel Paty. Il faisait un cours d'instruction civique traitant de la liberté d'expression. C'est pour ça que j'ai commencé par la liberté d'expression. Le problème, c'est que, en ce qui concerne la barbarie, c'est qu'on s'y habitue. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du professeur Milgram, mais en fait cette expérience-là explique comment peut naître la barbarie. Hein, parce qu'on a tous quelque part un brin de soumission à l'autorité et ça peut faire des dégâts. Au départ, je voulais mettre un extrait de vidéo sur l'expérience de Milgram et puis quand j'ai mis ma vidéo en ligne, ça a tout bloqué pour des histoires de droits d'auteur. Donc là, je rebidouille un truc pour expliquer ce que c'est que cette expérience de Milgram. Alors, l'expérience du professeur Milgram consiste en quoi? Eh bien, cette expérience a eu lieu entre 1960 et 1963 aux États-Unis. Il s'agissait de tester des individus ordinaires d'accord pour aider la science à créer un programme sur la mémoire. 2 personnes étaient convoquées, il y en a une qui devait trouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'elle devait retenir en 1 minute. On l'avait attachée à un genre de chaise électrique et l'autre personne était installée dans une autre pièce. C'était à elle de lire les questions et d'infliger les punitions en cas d'erreur, c'est-à-dire les chocs électriques. En fait, il n'y avait aucune décharge, l'écrit était enregistré.
L'homme attaché était un acteur et le sujet de l'expérience était le questionneur qui envoyait les décharges électriques sous le contrôle d'un savant à blouse blanche qui symbolisait l'autorité. Les scientifiques voulaient voir jusqu'où le sujet allait obéir et ils se sont rendus compte que 62% des gens se soumettaient aux ordres et envoyaient des chocs électriques de plus en plus violents malgré les cris de douleur. Voilà. Donc Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de les faire lui semble légitime. Voilà en gros. La barbarie, ça commence avec des petites choses, hein, puis ça grossit. Ouais, puis en grossissant petit à petit, la barbarie, ça peut amener par exemple à ce qu'on oblige les enfants de 6 ans de porter le masque toute la journée, à l'école, et puis même chez soi le soir, parce qu'il y a maintenant il y a des médecins, ou même des pédiatres qui disent que ce serait bien que les enfants portent le masque aussi à la maison, quand ils jouent avec leurs frères et sœurs, etc., etc. Vous voyez un peu le truc. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que au niveau de la maltraitance des enfants, l'OMS a cette définition de la maltraitance. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ils disent ceci. La maltraitance de l'enfant comprend toute forme de mauvais traitement physique et ou psycho-affectif, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Voilà, tout est dit. Parce que les enfants nous font confiance, nous sommes responsables d'eux et nous avons le pouvoir sur eux. Alors ça veut dire que lorsqu'on oblige un enfant à porter le masque toute la journée, dedans, dehors, etc., eh bien on lui inflige un mauvais traitement physique et psycho-affectif. Et par conséquent, on rentre dans la définition de l'OMS de la maltraitance. Je précise aussi que le ministère de la Santé a repris ce texte de l'OMS, donc reprend ce principe-là. À méditer. Donc par rapport à la mort de ce prof, je suis révolté comme tout le monde évidemment. Mais quelques jours avant sa mort, on savait qu'il était en danger, puisque en gros une fatwa avait été lancée sur lui et ça a été relié par les réseaux sociaux. Dans un premier temps, j'étais sidérée, j'étais un peu choquée. Là, c'est la colère qui monte. La colère en sachant que on savait ce qui se passait. On n'a pas agi. L'inspection, on entend trop souvent, pas de vague. Et ça suffit en fait. Ça suffit. On nous dit d'étouffer les choses à l'intérieur des écoles. Et là, pareil, au niveau du collège, au niveau du lycée. Et ça suffit. On doit protéger, on doit nous protéger. On doit être derrière nous et là, on ne se sent pas soutenu. Bon, bah, visiblement, ce professeur d'histoire géo n'a pas été soutenu par sa hiérarchie. Comme je disais dans une autre vidéo il y a très longtemps, enfin non pas si longtemps que ça d'ailleurs, la hiérarchie c'est comme les étagères, plus c'est haut moins ça sert. Tiens, à propos de prof pas soutenu par sa hiérarchie, je vais vous montrer un extrait avec Depardieu et Tiki Olgado. C'est un film qui a dû sortir en 1996, je pense. Voilà. Aziz file un mauvais coton. Il est tout près du renvoi définitif. Alors, écoutez-moi bien. Non, toi, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que t'es? Une sous-merde de prof à combien? 10 000? 15 000 par mois? Je me fais le double facile. Alors, son avenir, je m'en charge, t'as compris? En attendant, tu vas arrêter de marcher sur mon petit frère, sinon ta vieille caisse pourrie, je la fais cramer, et ton appart de merde aussi. Et tes couilles, je te les fais bouffer, t'entends, enculé? Quoi? Vous osez venir me menacer ici? Ouais, et alors? Je voulais vous parler au sujet de Aziz Raouch. Il est venu me voir ce matin avec son frère. Bah voyons. Ah oui, mais il m'a annoncé que la famille allait porter plainte contre vous pour coups, insultes raciales et blasphème. Quoi? Insultes raciales et blasphème? Eh oui, Aziz prétend que vous l'avez frappé, que vous l'avez traité de sale arabe et que vous avez insulté le Coran. Attendez. Laissez-moi 2 minutes pour me calmer. Monnier, du calme. Du calme, Monnier, du calme. Ça va? Tout va bien. Écoutez, ça ne tient pas debout, leur histoire, là. Bon, j'ai fait Aziz, c'est vrai. Mais elle le méritait. Mais c'est tout. D'ailleurs, toute la classe pourra en témoigner.
Monsieur Monnier, vous connaissez Aziz et son frère. Eh, les gosses en ont une peur bleue. Alors, ils risquent de faire pression sur eux. Mais on s'en fout, on verra bien. On s'expliquera devant le conseil de discipline. Monsieur Monnier, vous pensez pas qu'il serait peut-être plus sage de transiger? Transiger? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? Eh bien, d'éviter le conseil de discipline et peut-être même de faire des excuses à Aziz. Après tout, vous l'avez frappé, hein? Quoi? Enfin, vous plaisantez, là. Mais non. Je pense à votre bien, à celui du collège. Et vous savez que ça peut aller très loin, cette affaire, hein? Et surtout dans l'atmosphère actuelle. Plutôt crever. Ce que je constate, moi, c'est que on est en plein consumérisme. Hein. Les parents sont les rois et leurs enfants sont des clients, eux aussi d'ailleurs, les parents d'élèves. Hein. Les cours dispensés sont des biens de consommation. Ben, faut pas s'étonner maintenant si ça se passe comme ça dans les collèges, hein, parce que du coup, dans la société de consommation, vous savez que le client est roi. Ça me fait penser aussi, les gens sont capables de se foutre sur la gueule pour un pot de Nutella dans un supermarché. Alors ça m'étonnerait pas qu'un jour un prof se fasse buter à cause d'une mauvaise note. Hein. Voilà. Dans la série On nous broute avec l'islamophobie, je voudrais dire ceci. Je suis toujours navré, pour ne pas dire écœuré, quand un militant d'extrême gauche vient me demander de manifester contre l'islamophobie. Je ne suis jamais allé manifester avec les Cubénis, alors c'est pas demain la veille qu'on verra défiler avec des barbus qui sont pas foutus de se désolidariser des cinglés qui sont persuadés qu'ils se taperont 72 vierges au paradis, s'ils se comportent en bons martyrs après avoir dégommé quelques impies. Hein. Oui, donc il y a des militants de gauche, enfin d'extrême gauche, qui m'ont expliqué qu'il fallait combattre l'islamophobie parce que, selon eux, l'islamophobie sert à stigmatiser la communauté maghrébine de France. Oui, ils m'ont sorti ça. Hein. J'étais scotché, hein. La communauté maghrébine de France. Ça, fallait le trouver. Hein. Il se passe des choses dans leur cerveau. Hein. Je leur ai juste répondu qu'en France, il n'y a pas de communauté maghrébine. En France, il y a des Français qui sont issus de l'immigration, ou pas, et il y a des étrangers qui vivent en France, qui y travaillent et qui payent leurs impôts. Voilà. Que dit l'article 1er de la Constitution française? Voici. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc il n'y a pas de communauté. Enfin si, il y en a une si on veut, c'est le peuple de France. Hein, et donc tout le monde doit y avoir sa place, hein, étranger ou pas. Si vraiment ces bobos au t-shirt Che Guevara et avec des Nike aux pieds veulent vraiment combattre le racisme, eh ben, je leur conseille d'organiser une grande manifestation nationale pour obliger le gouvernement à appliquer l'article 1er de la Constitution française. Voilà. Là, au moins, ça serait une belle démarche antiraciste. D'ailleurs, si vous voulez vraiment prendre le pouvoir pour faire une vraie politique de gauche, ben, c'est pas compliqué. Vous dites, voilà, je me présente, et mon programme, c'est l'article 1er de la Constitution française. Pas plus compliqué que ça. Hein. Là, ils écrivent des pavés qu'ils appliqueront jamais, mais là, vous faites juste ça, rien que ça, bah déjà. Oui, bah, il faut avoir les couilles d'appliquer ce programme. Hein. Ça s'appelle le courage politique. Hein. Pour l'instant, courage politique, c'est un oxymore. Hein. Je rappelle pas ce que c'est, oxymore, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'ai entendu dire aussi que... J'ai entendu parler aussi de racisme d'État. En gros, que l'État était raciste. Non. Il se trouve que l'État est très souvent géré par des racistes. C'est pas pareil du tout. Par exemple, je vous cite un ancien Premier ministre hein, qui se lamentait de voir, avant qu'il soit ministre, de voir que dans sa ville, il n'y avait pas assez de blanco, pas assez de white. Hein, vous vous souvenez? Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Évry. Vous me quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Pour en finir avec l'islamophobie, moi je me rapprocherais du grand Ciné, qui était dessinateur à Harakiri et à Charlie Hebdo, et qui avait sorti ce dessin.
Et je vous passe aussi la vidéo de Rachid Taha où il s'exprimait sur la religion. Pour moi, le livre où il y a le plus d'excès, c'est tous les livres de religion, le Coran, la Bible, la Torah, tout ça. Ça, pour moi, c'est... Il y a un excès, un excès un excès sur les hommes. C'est pour ça qu'on insiste, qu'on a des intégristes, parce qu'il y a une espèce de folie à l'intérieur. Parce que là, parfois, il vaut mieux boire un verre de vin que de lire un livre de religion. Je ne vais pas vous parler des militants élevés qui sont prêts à accepter tous les confinements pourvu qu'ils puissent aller à la Biocop du coin en passant par une piste cyclable. Non, non, là je ne vais pas vous parler de cela. J'ai déjà pas mal dépensé d'énergie avec eux. Hein. Là je vais vous parler d'un sujet sérieux. Il s'agit d'un scientifique russe qui a décidé de recongeler le permafrost. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas con. Hein. Ce chercheur s'appelle Sergueï Zimov. Alors, le permafrost, c'est quoi? Alors, je reprends la définition scientifique du permafrost. C'est un phénomène géologique naturel désignant les sols dont la température reste en dessous de 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Il couvre 20% de la surface terrestre. Oui, puis cette surface terrestre, elle se situe au nord de la Sibérie, ça va jusqu'à l'Arctique, hein, c'est sur une grande partie du pôle Nord, quoi. Donc voilà. Sergueï Zimov, depuis 30 ans, parcourt la taïga, c'est la forêt boréale. Il est membre de l'Académie russe des sciences et spécialiste international des écosystèmes de l'Arctique et du réchauffement climatique. Donc c'est pas n'importe qui, hein. Donc l'idée de Zimov, c'est de transformer la taïga en steppe, comme c'était à l'époque des mammouths. Le climat était beaucoup plus rude. Donc Zimov pense qu'en recréant cet écosystème à partir de la steppe, il recréera ce climat plus rude qui empêchera en grande partie la fonte du permafrost. Donc son but, c'est de limiter les dégâts et même de renverser la tendance. Voilà. Sergueï Zimov est un homme d'une espèce rare, celle des pionniers. Et pour le débusquer, il faut aller très loin, dans l'extrême nord sibérien, au-dessus du cercle polaire. Ici, on est au sommet de la Terre, vous comprenez? Notre Terre est comme ça, et moi là, je suis assis au sommet. Sur cette terre inhospitalière, Sergueï a fondé une des principales stations de recherche scientifique de l'Arctique. Ces quelques baraquements pelotonnés sur la falaise et tout autour, à perte de vue, la taïga, la forêt boréale. Ça fait plus de 30 ans que Sergueï sillonne la région. Jeune géophysicien, quand il débarque ici, il y est resté à part un détour comme chercheur à l'université de Berkeley. Aujourd'hui, il est membre de l'Académie russe des sciences, spécialiste international des écosystèmes arctiques et du réchauffement climatique. Dans son sillage, Nikita, son fils et son successeur. On est sur la Kolyma, un des grands fleuves de l'Arctique. Mais les gens, quand on leur dit Kolyma, ils pensent au goulag de Staline. Aujourd'hui, c'est un tout autre drame qui se joue ici, la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est comme un immense glacier souterrain qui court de la Sibérie jusqu'en Alaska sur 20% de la surface terrestre. Vous voyez, tout ce qui brille, c'est de la glace. Et c'est un endroit très intéressant parce qu'on peut y observer comment le permafrost va fondre. Et donc on peut voir à quoi va ressembler tout ce territoire avec le réchauffement climatique. À partir des ossements qu'on trouve ici, on peut estimer le nombre d'animaux qui vivaient là autrefois. Et vivait là autrefois un mammouth, 5 bisons, 7 chevaux et 15 rennes par kilomètre carré. La fonte a mis à nu un pan entier de notre passé, le Pléistocène, l'âge de glace. Ce permafrost, c'est du sol qui date de l'époque des mammouths. Ici, regardez, vous voyez des racines d'herbe qui dépassent. C'est de la matière organique fraîche. Et là, regardez ces ruissellements sur la paroi. Par journée chaude, ça peut fondre de 20 cm. Et l'été, ça recule de 3 mètres. Moi, quand j'étais jeune, eh bien, ce mur, il était là à 100 mètres près de cet îlot.
C'est une bombe climatique. Des microbes dorment dans la glace depuis des dizaines de milliers d'années, et maintenant la glace commence à fondre. Ces microbes se réveillent très vite, littéralement en quelques minutes. Et ils sont terriblement affamés. Ils n'ont rien mangé pendant 20 000 ans. Et dans le sol, il y a plein de matières organiques qu'ils n'ont pas eu le temps d'avaler dans leur jeunesse. Alors, ils se réveillent et commencent à terminer ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir à l'époque. Si les conditions sont sèches, ils mangent de la matière organique et ils produisent du gaz carbonique. Si elles sont humides, ils produisent du méthane. L'un et l'autre sont des gaz à puissant effet de serre. Si cet immense réservoir de gaz se libère, le réchauffement climatique va s'accélérer à tel point qu'on ne pourra plus rien faire pour l'arrêter. C'est le combat de sa vie. Au corps à corps, chaque jour avec la taïga et la toundra, les deux écosystèmes dominants en Sibérie. Sergueï leur a déclaré une guerre sans merci. Ce paysage, c'est l'œuvre de Sergueï. Pléistocène Park, un immense laboratoire à ciel ouvert. De vastes steppes herbeuses comme au temps des mammouths à l'ère du Pléistocène. Et pour les peupler, de grands herbivores, chevaux sauvages, bisons, yaks, élans et rennes. Et sur ces 100 hectares, nous avons lancé un écosystème pilote avec la même densité d'animaux qu'à l'époque du Pléistocène. 10 tonnes d'animaux par kilomètre carré. Et autour, on a encore 2500 hectares clôturés, mais la densité d'animaux y est encore trop faible pour l'instant et donc l'impact sur l'environnement est moins important. Il s'agit juste de ressusciter les écosystèmes originels. Même s'il fait moins 40 degrés à la surface du sol, sous la couche de neige, eh bien, il ne fait que moins 10. La neige est en fait un puissant isolant. Tandis que sur nos pâturages, pour manger l'herbe, les animaux creusent et soulèvent la neige. Un peu comme si par une nuit froide, on vous enlevait votre couverture. Eh bien, vous auriez très froid. C'est pareil. Si on réintroduit des troupeaux à grande échelle, alors l'hiver, ils enlèveront cette couette chaude du sol. Le sol se refroidira en profondeur et le permafrost ne dégèlera plus aussi vite. Voilà, c'est chouette, hein. On devrait diffuser ce documentaire d'Arte sur toutes les chaînes de télé à 20h30. Hein. Puis même le diffuser dans toutes les écoles de France, les collèges, les lycées. D'ailleurs, tous les grands mouvements écolos devraient soutenir ce mec-là. Sauf qu'on n'entend jamais parler de lui. Et puis ce que dit ce gars-là, c'est quand même autre chose que ce que disent les collapsologues, hein, qui essaient de nous vendre des jardins partagés pour après l'apocalypse. Vous voyez, les collapsologues, pour la plupart, sont issus de cette bourgeoisie qui s'est bien goinfrée pendant les 30 Glorieuses, hein, et ils nous offrent aujourd'hui le monde tel qu'il est. Et voilà ce qu'ils disent aux générations futures. Hein. Je transmets ce message par la voix de Pablo Servigne. Il paraît que c'est une grande tronche de la collapsologie. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations ? C'est pas un conseil, c'est juste désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et... Bon courage. C'est ça ton conseil ? conseil ? Vous aime. Ouais, bon courage, on vous aime, désolé. Tu vois quelque chose à rajouter ? Non. Pablo Servigne, merci. Voilà, donc vous avez ce que dit Pablo Servigne et puis vous avez ce que fait Sergueï Zimov. Hein. C'est deux visions opposées. Hein. Il y en a un qui se bat tout seul en Sibérie avec son fils pour sauver la planète. Enfin, il y croit encore. Et ben voilà, on est passé du couvre-feu au confinement. Alors, le couvre-feu, je me disais chouette, ça y est, on a enfin une bonne guerre et tout, comme nous le souhaitaient les anciens, etc. Et puis non, on n'a pas eu les bombardements, on nous a mis direct le confinement.
Et alors ce qui me fait marrer dans ce confinement, c'est qu'une fois de plus, les bistrots et les restaurants vont fermer, alors que il faut bien savoir que une salle où il y a des haleines de poivreau, vous pouvez être sûr que le microbe il claque. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de mieux qu'une haleine de poivreau pour flinguer un microbe. Voilà, je veux dire... Et puis ce qui était rigolo avec le couvre-feu, c'était qu'on se disait, ça y est, à 21h, le microbe attaque. Alors il y a un truc qui tue les microbes, mais ça je pense qu'ils en feront jamais à la pub, à la radio, ni à la télé, ni rien. C'est que si vous n'avez plus de plaquenil, parce que maintenant c'est devenu un truc clandestin, vous prenez une bonne gnôle, et puis vous faites un gargarisme, et puis vous avalez, puis après vous faites... Voilà. Bon ben voilà, maintenant on est confiné, on a le droit d'aller travailler et puis d'aller au supermarché. Hein. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Voilà, donc la Macronie dans toute son excellence. Ben, c'est bien parce qu'avec le confinement, ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de manif. La dictature sanitaire, ben, ça c'est une trouvaille. Hein. Parce que ben, j'y aurais pas pensé. Moi. On vous supprime vos libertés par souci de vous maintenir en bonne santé. Vous avez l'air con avec un masque. Vous êtes assigné à résidence, mais vous restez en forme. Pas bête, hein? Ah bah oui, aujourd'hui, l'important, c'est de se faire chier, mais en bonne santé, hein? Et puis, l'avantage quand on s'emmerde, eh ben, c'est qu'on a l'impression de vivre plus longtemps. Voilà. Alors, dans les nouvelles rubriques, il y a celle qui va s'appeler l'envol des glands. Ça veut dire qu'en fait, il y aura une rubrique sur un gland qui prend son envol. Voilà. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un sociologue, philosophe. Ses précédents travaux portés, par exemple, sur Michel Foucault, sur les lanceurs d'alerte. Il est proche d'Assa Traoré, du comité Adama. En cette rentrée, il publie chez Fayard « Sortir de notre impuissance politique ». Geoffroy de Laganerie, bonjour. Bonjour. Et merci. Geoffroy de Laganerie. Vous avez vu, hein? On a un révolutionnaire à particules. De Laganerie. Il est sociologue. Mais ça veut rien dire sociologue, hein, parce que depuis la mort de Pierre Bourdieu, je voudrais qu'on me trouve un sociologue qui a vendu plus de 100 bouquins. Hein. Je vous cite, faire l'expérience de la politique, ce n'est pas faire l'expérience de l'espoir, de la transformation, des jours heureux ou des jours meilleurs, c'est faire l'expérience de l'impuissance. Oui, parce que là, dans ce qui va nous sortir, il n'y a rien de bandant. Hein. Pourquoi ceux qui mènent des combats progressistes les perdent-ils presque systématiquement? Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que lorsqu'on discute avec des militants ou lorsque l'on prend soi-même part à un combat, on se rend compte que paradoxalement, le sentiment qui affecte un peu tout militant, c'est l'impuissance. Les combats sont trop grands, les ennemis sont trop forts, les inerties sont trop puissantes. Et on a le sentiment comme ça qu'on n'arrivera jamais à changer les choses, qu'il y a une espèce de paralysie aujourd'hui des forces de gauche et des forces progressistes pour produire des ruptures paradigmatiques. Vous pouvez constater le débit de parole. À mon avis, il a passé plus de temps à s'astiquer le cortex qu'à monter des barricades. Ça s'appelle branler une mouche avec un gant de boxe. Lorsque nous militons beaucoup plus en automate qu'en stratège. Nous recourons à des formes d'action rituelles, ritualisées, instituées, la manifestation, la grève, l'occupation, même l'émeute violente. Alors justement... Et que ces formes d'action, en quelque sorte, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui faire une forme d'état général des formes d'action pour les réinventer totalement autrement? J'aimerais dire à ce révolutionnaire à Strapontin que les gilets jaunes ne l'ont pas attendu. Hein, parce que squatter les ronds-points pour y mettre des buvettes et faire des débats, bloquer le pays pour instaurer la joie de vivre citoyenne, enfin du moins la réinstaurer. J'appelle ça de la lutte efficace, même si le mouvement s'est arrêté, en tout cas il a bien existé. Hein. Les mouvements et les insurrections ne se décrètent pas, en général ça arrive et personne ne les voit venir. Il suffit de voir ce qui s'est passé en 68 et le 17 novembre 2018, hein, avec le début du mouvement des Gilets jaunes. Si chacun faisait ça, pousser votre logique, si chacun faisait une action directe ou décidait de ne pas respecter la loi et faisait ce qu'il pensait bon, ça aboutirait à quoi comme société? Mais vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente pour moi. La question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Ah, la justice et la pureté, c'est pas beau ça? La justice et la pureté, voici ceux qui en parlaient le mieux.
Vous prônez, l'infiltration, une arme, dites-vous, extrêmement puissante. Vous appelez à conquérir les appareils de pouvoir, à entrer dans les grandes institutions, Conseil constitutionnel, École nationale de la magistrature, ENA. C'est quoi? C'est la vieille méthode trotskiste de l'entrisme, prendre le pouvoir de l'intérieur pour le subvertir? C'est ça ce que vous appelez infiltration? En tout cas, ce que j'appelle l'infiltration, c'est essayer de réfléchir dans la gauche sur notre tendance à quitter les institutions lorsque nous sommes en désaccord avec elles et à paradoxalement définir l'action radicale comme le fait de se priver des lieux de l'action radicale. Or moi je pense que quand nous vivons dans un monde où il y a des systèmes de pouvoir, il faut produire des transformations systémiques et l'un des lieux de possibilité de produire des transformations systémiques, ce sont les institutions. Voilà, on en revient encore aux vieilles recettes de l'extrême gauche bourgeoise qui va dire aux prolos allez sur les barricades, vous faire défoncer pendant que nous, vos leaders, nous allons investir les institutions confortables pour plus tard, à notre tour, vous envoyer les CRS en pleine gueule parce que nous aurons pris le pouvoir. Vous dites, je vous lis, il faut tenter d'influencer les cerveaux de celles et ceux qui dans quelques années accéderont aux positions de pouvoir. Ça veut dire quoi? Qu'il faut modeler, manipuler l'esprit des jeunes pour leur inculquer quoi? Pour mettre quoi dans leur cerveau? En fait, il ne faut pas les manipuler, il faut les démanipuler, c'est-à-dire qu'il faut les débarrasser des idéologies conservatrices qu'ils incorporent malgré eux dans l'espace social, notamment à cause de l'espace médiatique ou de l'espace politique ou de l'espace universitaire, peu importe, pour essayer de leur produire d'autres types de valeurs et d'autres types de raisonnements. Alors, si on suit bien ce prêcheur, la démanipulation consiste en fait à créer une nouvelle manipulation. On va te faire croire que tu es libre puisque tu es démanipulé pour ensuite te remplir la tête de concepts à la con comme ceux-là. Donc il y a des gens qui sont déjà vieux parce que leurs parents ils ont fait HEC, etc. Ils sont déjà de droite à 20 ans, donc ils sont perdus. Les mais il y a tout un jeunes, ensemble de gens qui ont des cerveaux malléables. Là, c'est tous les gens qui sont dans les positions de nouvelle enfance dans un champ. Ouais, c'est ça, c'est les jeunes, c'est les gens, c'est les étudiants, c'est les lycéens, c'est les collégiens, mais ça peut être aussi des gens qui sont en porte-à-faux par rapport au monde social, les transfuges, etc. Tous ces gens-là, c'est une espèce de masse d'individus qui ont une capacité à produire des transformations des institutions et en s'adressant aux jeunes, en fait, on peut produire, à mon avis, des transformations beaucoup plus effectives. Alors là, il croit à un nouveau concept, alors que le type de régime qu'il veut mettre en place a déjà existé au Cambodge. Hein. Avec Pol Pot, le Khmer rouge, vous vous souvenez? Eh ben, en fait, il avait enlevé les enfants à leur famille et il a fait tuer les anciens parce qu'ils étaient témoins de l'ancien monde bourgeois. C'est pas beau la pureté, hein? C'est vrai que dans les lieux de la transformation sociale, on a parfois l'impression que les médias sont un lieu extrêmement important. Moi, je pense que les médias sont un champ relativement faible du point de vue de la transformation sociale. Il y a eu un exemple, moi, qui m'a toujours frappé, je le dis comme ça, c'est les élections européennes dernières, où le Parti communiste a fait le même score que le Parti animaliste. Et on peut pas dire que le Parti animaliste ait vraiment profité de la même couverture médiatique que le Parti communiste. Ah, il a voulu faire de l'humour, mais là, c'est raté. Hein. Si le Parti animaliste a fait un aussi bon score, c'est parce que les punks à chiens sont allés voter. Hein. Certainement que le Parti animaliste leur a promis une canette s'ils allaient mettre un bulletin dans l'urne. Alors pour le Parti communiste, par contre, le temps que leurs électeurs partent de l'EHPAD jusqu'au bureau de vote avec un déambulateur, au moment où ils arrivent, le bureau de vote ferme. Donc il ne faut pas s'étonner de la chute du Parti communiste. Alors attention, la suite est au top. C'est-à-dire si jamais vous avez par exemple des policiers qui vous empêchent d'aller sauver un animal d'un abattoir ou un migrant de l'expulsion, oui, vous avez le droit de produire un certain nombre d'actions qui vous mettront en confrontation avec la police parce qu'elle a un obstacle à une action juste. Et si les migrants trouvent du taf dans un abattoir, qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie se noyer en Méditerranée? À mon avis, ce mec est vegan, hein, puisque un migrant ou un veau, pour lui, c'est la même chose. Et pour finir... Ouais. Le masque, vous le portez ce matin. Oh, absolument, et moi je suis un grand hypochondriaque, j'ai pas serré la main à quelqu'un depuis 10 ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. Ah, il a serré la main de personne depuis 10 ans. En même temps, quand on le voit, on se dit que si jamais on lui serre la main, on risque de lui arracher le bras et puis d'avoir la main mouillée après. Voilà. Et puis ce genre de personnage me fait penser à tous ces grands penseurs qui veulent bien se mobiliser pour la cause du peuple, à condition de ne pas le côtoyer. Bon, ils doivent tellement s'emmerder à France Inter qu'ils doivent avoir le temps d'aller nous chercher des fléaux pareils, hein, parce que alors celui-là, il fallait le trouver. Hein. Ah oui, au fait, le 9 novembre, c'était les 50 ans jour pour jour de la mort de De Gaulle. Et c'était aussi la mort de Harakiri, l'hebdo Harakiri, qui avait titré « Balle tragique à Colombey, un mort », puisque De Gaulle habitait à Colombey, les deux églises, pour ceux qui ne savent pas. Et n'empêche que, grâce à ce coup de maître du professeur Choron, Charlie Hebdo est devenu célèbre dès sa création. Voilà. Bon sur ce, on va se quitter. Là je vais vous laisser avec la porcherie. Hein. C'est souvent qu'elle revient dans les vidéos, mais sous d'autres formes. Voilà. Bon allez, salut, ciao.
Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Et puis, quand le vaccin sera là, de se vacciner. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. Il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Sortez d'ici! Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Elle est là la réalité de nos hôpitaux! Elle est là la réalité de nos hôpitaux! Elle est là la réalité de nos hôpitaux! Il faut pas manger avec papier mamie. On peut aller on va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir. Des fois, c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Donc on peut aller chez Papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, Papy et Mamie mangent dans la cuisine, et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les vieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que tout le monde soit vacciné tout le temps. Sortez d'ici! Sortez d'ici! Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. il y a un truc qui est terriblement liberticide, et terriblement liberticide, c'est la mort. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde, une raison de vivre ensemble, profond. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Spaghetti avec